Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car à l'heure où tous nos dirigeants essayent de trouver des solutions pour sauver l'euro, sauver la France de la faillite, vous vous lancez un cri d'alarme assez inquiétant dans ce livre que vous venez de publier, cet essai « Tous ruinés dans 10 ans ». Il y a un point d'interrogation, mais on va voir que quand même c'est presque affirmatif. Dette publique, la dernière chance, chez Fayard. Le premier constat, c'est que, sauf en période de guerre totale, dites-vous, nous n'avons jamais été aussi endettés. Et vous dites, la situation est affolante. Qu'est-ce qui vous permet de jouer les Cassandres comme ça? Non, je ne joue pas du tout les Cassandres. Je raconte l'histoire de la dette depuis l'origine. Ça commence d'ailleurs curieusement en Grèce, 5 siècles avant notre ère. Et en effet, tout au long de l'histoire humaine, les États ont fait des dettes. Alors, on peut dire c'est pas grave puisqu'il y en a eu et que ça s'est toujours, on a toujours trouvé façon de s'en sortir. Mais en réalité, il y a des nations qui ne s'en sont pas sorties, qui après des faillites de ce genre sont définitivement sorties de l'histoire. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de certains pays. C'est-à-dire elles n'ont plus compté réellement, et c'est ça le risque pour nous aujourd'hui. Il faut bien comprendre que la dette publique, c'est très différent de la dette privée. Quand un ménage fait faillite, il peut devenir SDF. Quand une entreprise fait faillite, elle disparaît. Quand un État fait faillite, parce qu'il ne s'agit pas de la nation, mais des États, quand un État fait faillite, il ne disparaît pas. Simplement, il y a des gens qui sont pénalisés par le fait qu'il n'a pas payé. Et en général, ce sont soit les épargnants, soit les gens qui bénéficient des services de l'État. Et alors, ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous, la France, les Français, il s'agit de notre destin immédiat. Et je vais vous citer, très simplement, on va voir que vous êtes très net. Si la tendance actuelle en France n'est pas rapidement inversée, une crise majeure s'annonce. L'État français pourrait se révéler un jour plus proche qu'on ne croit, incapable de financer le fonctionnement normal de ces services publics. Quel est l'état des lieux aujourd'hui selon vous? L'état des lieux, il est extrêmement grave et encore une fois, il n'est pas spécifique à la France. La dette de l'Occident, du Japon, des États-Unis, de l'ensemble des pays européens augmente. La France se trouve dans une situation moyenne mais très grave comme tout le monde. Le chiffre le plus important à retenir, c'est que les dettes publiques représentent aujourd'hui 575, à peu près 600% des revenus de l'État. Parce que comparer la dette au PIB, ça n'a aucun intérêt. Il faut comparer aux revenus fiscaux. Et la dette, c'est 6 fois les revenus fiscaux. Mais pourquoi dire qu'aujourd'hui, la France est au bord de la faillite alors que je voudrais, par exemple, à propos de l'euro, vous faire entendre la ministre de l'économie ce matin, c'est son rôle de rassurer, mais tout de même, dit non, l'euro, on a presque entendu, c'était sur RTL, tout va bien, écoutez. Je ne crois absolument pas que l'euro soit en danger. L'euro est une devise solide, crédible, qui a assuré la stabilité de la zone pendant plus de 10 ans. C'est une monnaie crédible, mais on s'est aperçu à l'occasion de la crise grecque qu'on n'avait pas mis en place des mécanismes de soutien dans des situations de crise grave comme celle qu'on vient de vivre. Oui, et maintenant, on aurait mis en place ces mécanismes, et donc les choses vont mieux. C'est votre avis aussi? Non, parce que Mme Lagarde, qui est une excellente ministre, fait tout à fait ce qu'elle a à faire. Mais en réalité, on aurait dû mettre en place ces mécanismes depuis longtemps. Moi, ça fait 10 ans que je dis que l'euro disparaîtra si on n'a pas un ministère des Finances européen, un budget européen, une capacité d'emprunter en Europe. Est-ce qu'on va le faire, ça? Parce que les Allemands ont l'air d'ouvrir la porte à cette discussion. Oui, on va le faire, mais comme toujours, on résout les crises en retard. Si on avait fait pour la Grèce il y a 1 an ce qu'on a fait il y a 3 mois, il n'y aurait pas de crise grecque. Et si on avait fait pour l'euro ce qu'on a fait il y a 15 jours, on n'aurait pas eu de crise de l'euro, si on l'avait fait il y a 6 mois. Mais on s'adresse toujours à la crise d'avant, et naturellement, à ce moment-là, les problèmes ne peuvent plus être résolus comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas fait encore ce qui est vraiment nécessaire, ce que Mme Lagarde vient de dire, c'est-à-dire mettre en place des institutions, une capacité de lever des emprunts par des bons du Trésor européen, que les Américains peuvent faire, de lever l'impôt pour financer ces bons du Trésor, toute une série de choses que l'Europe n'a pas encore fait. Restons simplement sur l'euro, quelques secondes encore. Vous écrivez encore dans le livre que les pays puissants de l'Europe, un jour, l'Allemagne, la première, pourrait dire « ça suffit, j'en ai assez des pays laxistes et je me retire de l'euro ». C'est crédible, ça? C'est le scénario du pire que j'ai décrit. Je voulais essayer de faire comprendre que si on ne met pas en œuvre toute une série de propositions que j'ai développées par ailleurs, en effet, il y a un scénario du pire qui est celui-là pour l'Europe, mais qui est aussi un scénario du pire pour le Japon, un scénario du pire pour les États-Unis, qui sont aussi menacés que nous. C'est-à-dire que l'euro pourrait disparaître, tout simplement. L'euro a vocation à disparaître. Aucune monnaie n'existe si elle n'a pas un budget en face de la Banque centrale. Tant que l'euro n'a pas cette certitude d'avoir un vrai budget européen, il n'y a aucune chance qu'il dure. Alors, mais à quelle échéance? C'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, quelques années? Non, on peut ce pas... scénario du pire, ce scénario du pire, c'est très difficile à dire. Les choses, malheureusement, arrivent en général plus vite qu'on ne le croit. Je crois qu'il est très urgent, disons en 2010,
que les Français et les Allemands s'entendent pour une nouvelle architecture européenne, la proposent avant que la crise n'explose. Architecture, c'est conceptuel, ça veut dire clairement que pour vous, il faut finalement un ministre des Finances européen? Un ministre, un budget, une capacité de lever l'impôt et d'émettre des bons du Trésor qui permettront... L'Europe est la seule espace face aux États-Unis, au Japon ou à d'autres espaces qui n'a pas la possibilité d'emprunter. C'est absurde. Pardonnez-moi, mais qui va croire que les opinions publiques accepteront de se soumettre à Bruxelles, à un ministre européen pour lever un impôt européen? C'est exactement ce qu'on avait dit quand on a fait le marché commun en 58, qui va accepter. C'est exactement ce qu'on avait dit en 84 quand on a fait un marché unique, qui va accepter. C'est ce qu'on a dit en 93 quand on a fait la monnaie unique, qui va accepter. Aujourd'hui, on sait très bien que d'étape en étape, la voie sur laquelle nous sommes entrés, c'est une voie fédérale. L'Europe sera fédérale ou disparaîtra de l'histoire. Alors, vous y croyez, vous, simplement, d'un mot? Je pense qu'à chaque fois... ma réponse est oui, parce qu'au fond, les choses évoluent dans la bonne direction. La crise fait prendre conscience de la nécessité. La crise fait baisser l'euro, qui était beaucoup trop fort, recréant des marges de manœuvre pour l'Europe. Et la crise, on le voit en Espagne, en Italie, en Grèce, en France. Donc le pire n'est jamais sûr, malgré ce diagnostic très Disons dur. que le pire est parfois la condition du sursaut. Votre titre, c'est Tous ruinés dans 10 ans avec un point d'interrogation. La ruine qui menace selon vous, c'est quoi individuellement? On pense que c'est celle de l'État, mais nous, on est concernés. C'est la ruine de l'État, mais l'État, c'est 50% de nos revenus. C'est 50% de nos impôts, impôts et cotisations sociales, et 5% des services qui nous sont rendus. C'est l'école, c'est l'hôpital, c'est les routes. Donc l'État, c'est pas quelque chose d'autre que nous. Donc si l'État est ruiné, nous sommes à moitié ruinés, puisque notre partie collective... Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'on n'aura plus d'allocations? Que les services publics vont s'arrêter? Oui, ça pourrait vouloir ça. Ça pourrait vouloir dire qu'on devra licencier des fonctionnaires, des professeurs, des infirmières, des policiers, etc., etc. C'est ça que ça peut vouloir dire. La qualité des services sera moins forte, tant en termes de nombre de fonctionnaires qui les rendent, qu'en tant que niveau des prestations. Avant qu'on dise un mot des solutions que vous préconisez, écoutez, la réaction par exemple ce matin ou à la sortie aussi d'hier de sa rencontre avec le ministre du Travail Éric Woerth, d'un haut responsable syndical, Bernard Thibault, de la CGT, pour bien comprendre en quoi ce discours et cette nécessité de faire des sacrifices, évidemment... Ce n'est pas des sacrifices, hein, c'est d'être sérieux. Ouais. Écoutez Bernard Thibault et on commente ça après. C'est sur la retraite, le report éventuel de l'âge de la retraite. Les arbitrages ne sont pas totalement faits aujourd'hui, mais il est clair qu'il y aura quelque chose sur l'âge de départ en retraite. Enfin, pour nous, ça ne fait aucun doute à l'issue de cet entretien. C'est la fin de la retraite à 60 ans, alors, pour vous, d'après ce que vous a dit le ministre? Dans l'esprit du gouvernement, oui. Donc la conversation n'a fait que confirmer ce sentiment déjà largement partagé. Donc je le redis, s'il n'y a pas une mobilisation suffisante, très rapide, dès le 27 mai, le gouvernement va écrire une loi qui prononcera la fin de la retraite à 60 ans. Pour la mettre à quel âge, nous ne savons pas encore, mais ce sera clairement plus la retraite à 60 ans. C'est un peu schématique, mais c'est la rue contre les sacrifices ou être sérieux. Vous craignez qu'une explosion sociale comme en Grèce? Non, je pense que les Français sont sérieux. D'abord, il faut bien comprendre que les choses sont très distinctes. La dette publique, c'est pas la retraite, même si la retraite, c'est une dette, puisque c'est cette génération qui emprunte aux générations suivantes. Mais ça ne fait pas partie de la dette publique, en tout cas officiellement. Il y a d'autres dettes aussi. En comble, avec les budgets. Hein. Oui, mais il y a d'autres dettes qu'il faut prendre en compte. C'est l'environnement dans lequel la dégradation que nous faisons sera réparée par les générations suivantes. Mais je pense que les opinions publiques comprennent assez bien aujourd'hui que si on veut payer les retraites, payer les dettes, eh bien, il faut se mettre en situation d'avoir autant de recettes que de dépenses. Vous dites qu'il faut encore se préparer, en particulier en France, à procéder à des économies considérables et vous préconisez aussi économie et augmentation des impôts. Je dis qu'il faut maintenant un grand débat, un débat vite, puisque c'est dans le budget 2011 qu'il va falloir être crédible. Le minimum serait de déplacer 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros en 18 mois. Bon, mais comment on fait? Alors, c'est soit en dépenses, soit en recettes. Ça peut être moitié dépenses, moitié recettes. Mais là encore, c'est extrêmement difficile de savoir comment on va le faire. Beaucoup de gens vont faire semblant de le faire en France ou ailleurs en disant la croissance revient, donc les recettes augmentent. Mais vous dites qu'il faut augmenter les impôts. Le président de la République a encore rappelé ce matin, on n'augmente pas les impôts. Oui, enfin, on verra bien. Il y a différentes façons de faire semblant de ne pas augmenter les impôts et de les augmenter vraiment. Et puis, il y a des façons de faire semblant de les augmenter et de ne pas les augmenter. En particulier quand on dit, par exemple, la croissance va augmenter tout naturellement les impôts. Donc, en réalité, il faut trouver 50 milliards de vraiment et pas 50 milliards fictifs par des manipulations comptables. D'un mot, vous ne craignez pas qu'on dise, mais Jacques Attali, il a été à l'Élysée, il a travaillé avec François Mitterrand, et c'est sous Mitterrand que les déficits ont commencé à se creuser en France? Non, c'est inexact. Quand vous regardez les courbes qui sont dans ce livre, on s'aperçoit que les déficits augmentent
principalement, sérieusement, à partir de 93, que jusqu'en 93, les déficits ont été extrêmement raisonnables et que la dette publique reste parfaitement contrôlée et que c'est après que les choses se gâtent. En France comme ailleurs, d'ailleurs, pas spécialement en France. Ce débat aura peut-être